Quand je vois sur TikTok, être trans, c'est un peu devenu une mode. C'est un sujet pour faire du buzz. Et quand je vois notamment plus particulièrement chez les femmes, je vois beaucoup de lesbiennes masculines qui doivent confondre lesbienne masculine justement et être trans et qui font leur coming out trans pour après, 6 mois après, dire bah non en fait je suis lesbienne. C'est avec ce genre de personnes un peu fragiles ou un peu perdues qu'on devrait exiger des examens peut-être plus importants et plus poussés que d'autres trans un peu plus, pas matures mais un peu moins perdus, un peu plus sûrs d'eux. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. Salut, c'est Vivant la nuit. Aujourd'hui, je te présente Elio, qui est un homme transgenre et qui m'a fait l'honneur de bien vouloir répondre à mes questions sur le parcours de la transidentité et de la transition. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'aime tout autant l'idée de participer à donner un peu plus de visibilité à cette cause. Par contre, il se peut que je fasse certaines boulettes de langage encore, malgré que je me sois un petit peu améliorée, je crois. J'ai essayé de les corriger au maximum, mais selon la sensibilité de mon interlocuteur, c'est vrai que certaines nuances peuvent correspondre ou pas. Alors si tu es de près ou de loin concerné par la dysphorie de genre, je m'excuse d'avance si mon langage peut te heurter. Je serais ravie que tu m'expliques ce que j'ai mal dit selon toi. Je dirais, sers-toi de l'espace commentaire sur mes réseaux pour m'éduquer et éduquer peut-être d'autres personnes qui auraient elles aussi envie de faire un peu moins de boulettes et d'en savoir un peu plus sur ce parcours. Je te laisse avec Elio. Tu vas voir, c'est quelqu'un de très très bien qui était un petit peu timide, notamment sur tout son parcours duquel il a finalement assez peu parlé publiquement, voire pas du tout. On a dû pour plusieurs raisons faire cette interview et ce podcast par audio interposé. Donc c'est pourquoi tu vas peut-être sentir un petit peu moins de spontanéité dans les questions-réponses, etc. Sache en tout cas qu'on en a énormément parlé avec Elio, on en a beaucoup parlé de la manière dont on allait présenter les choses et surtout il m'a donné carte blanche sur les questions que je pouvais lui poser. Donc c'était hyper confortable pour moi, je crois, j'espère en tout cas que ça l'était aussi pour lui. Je te laisse avec lui. Alors, Elio, même si je sais qu'on a des définitions officielles, mais qu'on a aussi certaines définitions quand on vit certaines situations un petit peu plus personnelles, est-ce que tu peux nous raconter, histoire de contextualiser, quelle est la différence entre le sexe et le genre ? Selon moi, la différence entre le sexe et le genre, je vais faire simple. Pour moi, le sexe, c'est biologique, c'est ce qui nous a été assigné à la naissance. C'est surtout ce qu'on ne voit pas, et heureusement. Et le genre, vu par la société, c'est l'enveloppe corporelle. C'est ce qu'on voit sans se poser de questions. Et pour moi, personnellement, le genre, c'est ce qu'on ressent être à la naissance. Oui, je te rejoins sur le fait que le sexe, pour le coup, il faut qu'il reste caché à certains moments. Après, c'est des problèmes juridiques, c'est un peu emmerdant. Ok. Tout le monde s'est probablement déjà dit j'aimerais trop être un homme ou j'aimerais trop être une femme pour connaître ça ou ça. Moi, ça m'est arrivé, j'imagine qu'il y a plein d'humains à qui c'est déjà arrivé de se dire oh, j'aimerais trop vivre une journée dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme. À quel moment est-ce qu'on fait la coupure entre ce genre de réflexion et à quel moment on se rend compte que c'est réellement un problème de dysphorie de genre et c'est pas juste une curiosité ? Pour moi, c'est plus de la curiosité à partir du moment où on n'arrive plus à aborder le sujet avec humour, mais avec interrogation. Et aussi à partir du moment où c'est plus de l'humour, mais c'est une souffrance. Quelqu'un qui aborde ça avec humour, il se pose aucune question. À partir du moment où on commence à s'interroger, c'est que ça dépasse déjà la curiosité. Et quand on atteint un niveau de souffrance, là, il y a plus de questions à te poser. C'est plus de la curiosité, c'est un mal-être. Ok. Autre question, à quel moment est-ce qu'on dit qu'on est transgenre ? Est-ce qu'on dit qu'on est transgenre quand on prend conscience qu'on n'est pas dans le bon corps, que ce n'est pas le bon corps, corrige-moi s'il le faut, ou quand on entame les démarches de réassignation ?
Est-ce qu'il y a un moment où on se dit « Ok, là je me sens legit d'être transgenre, de dire que je le suis ». Alors pour moi, je pense qu'on est une personne trans à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon corps et non à partir du moment où on entame des démarches euh, médicales, tout ce qui est hormones et tout. Parce que il y a beaucoup de personnes transgenres malheureusement qui peuvent pas entamer les démarches administratives et médicales, soit parce que elles ont des parents transphobes, soit parce qu'elles sont seules dans leur démarche et perdues, ou soit aussi parce que financièrement elles ne peuvent pas. Et aussi parce qu'il y a quelques personnes transgenres aussi qui ne ressentent pas le besoin d'être hormonées, de faire les chirurgies nécessaires comme la mammectomie ou la phalloplastie, qui ont même pas le besoin de changer de prénom, ou alors qui font juste le changement de prénom. Donc ça fait pas moins d'elles des personnes transgenres. Donc pour moi, non. C'est simplement à partir du moment où on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon corps. Pour partir sur un côté un petit peu plus polémique, politique, etc., qu'est-ce que tu penses des pays qui demandent à être majeurs avant d'entamer les démarches de transition et de réassignation, etc. Je pense pas que ce soit une question de majorité. Ça serait vraiment débile d'exiger la majorité pour pour commencer un parcours de transidentité. C'est déjà assez compliqué en étant majeur, donc j'imagine même pas s'il fallait attendre d'être majeur. Ceux qui ont la chance de commencer en étant mineur, c'est juste magnifique. Mais je pense juste, pas que ce soit une question d'âge, mais une question de maturité aussi chez les personnes trans, et une question de suivi psychiatrique, parce que malheureusement, on passe par des psychiatres pour commencer notre parcours de transidentité. Mais je pense que beaucoup d'adolescents quelques adolescents sont perdus et peut-être plus fragiles que d'autres et se cherchent davantage. Quand je vois sur TikTok être trans, c'est un peu devenu une mode. C'est un sujet pour faire du buzz. Et quand je vois notamment plus particulièrement chez les femmes, je vois beaucoup de lesbiennes masculines qui doivent confondre lesbiennes masculines justement et être trans, et qui font leur coming out trans pour après 6 mois après dire non, en fait je suis lesbienne. C'est avec ce genre de personnes un peu fragiles ou un peu perdues qu'on devrait exiger des examens, des suivis peut-être plus importants et plus poussés que d'autres trans un peu plus, pas matures, mais un peu moins perdus, un peu plus sûrs d'eux. Ouais, je pense que c'est juste, non, je pense pas que ce soit une question. Je suis pas pour exiger une majorité, parce que la maturité, ça s'acquiert pas à 18 ans pile. Donc la majorité, ça veut rien dire. Je pense juste que c'est juste une question de suivi psychiatrique, quoi. J'aime pas dire ce mot, mais je suis pas pour exiger la majorité, mais juste exiger des suivis beaucoup plus poussés. En parlant des démarches, du coup, est-ce qu'on t'appelle encore par ton dead name? Est-ce que tu as réussi à faire accepter à tout le monde autour de toi de le bannir? Si on t'appelle encore par ton dead name à certaines occasions, etc., est-ce que c'est douloureux pour toi? Et est-ce que tu comprends que ça puisse l'être pour d'autres personnes si jamais ça ne l'est pas pour toi? Est-ce que c'est un sujet un petit peu touchy, vraiment particulier pour toi, le dead name? Alors, en ce qui concerne mon dead name, donc c'est le prénom qu'on nous a assigné à la naissance, donc là en l'occurrence mon prénom féminin. C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait on m'a jamais appelé par mon prénom féminin, même quand j'étais une femme à l'époque, parce que depuis ma naissance on m'a donné un surnom assez neutre qui est Doun. Donc du coup tout mon entourage, même les gens que je connaissais pas, m'appelaient Doun. Donc c'est compliqué, mais si je devais répondre, j'ai bien senti que mon entourage n'était pas très à l'aise du fait de m'appeler par mon nouveau prénom, donc Elio. Donc en général, ils faisaient de sorte à ne pas me donner de prénom.
Et ça me rendait mal à l'aise de les voir mal à l'aise. Donc du coup, pour les aider au début de ma transition, je leur ai proposé de m'appeler par mon prénom, enfin mon surnom qu'on m'avait donné à la naissance, donc Doun. Et ça a grave simplifié la situation. Tout le monde était beaucoup plus à l'aise, donc moi j'étais beaucoup plus à l'aise forcément avec eux. Et maintenant, donc ça fait 2 ans que je suis hormoné. Ça fait un petit moment déjà que mon entourage arrive à m'appeler par mon prénom masculin, donc je pense que j'ai facilité la tâche avec mon surnom. En ce qui concerne plutôt les il et les elle, il y a encore des ratés, même avec mes parents et mes amis. Mais on dit souvent qu'il faut qu'ils se mettent à notre place, mais moi je pars du principe qu'il faut savoir aussi se mettre à leur place. C'est pas simple pour nous, mais c'est pas simple pour eux aussi. Et je pense que tout le monde doit y mettre du sien. Donc moi je suis très compréhensif là-dessus. Donc quand il y a des ratés, on en rigole un peu. Mais je peux comprendre que certains trans, ça les dérange et qu'ils ne veulent plus du tout entendre parler de leur prénom assigné à la naissance. On vit tous nos transitions différemment et heureusement. Mais ouais, je peux comprendre que ça dérange. Je peux comprendre que ça dérange certaines personnes transgenres. Moi, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais voilà, je peux comprendre les autres. Du coup, je me demande aussi si les difficultés qui sont liées à la réassignation de genre ou au changement d'état civil, etc., en tout cas à la transition, t'ont un moment découragé ou laissé penser que finalement vivre dans un mauvais corps, c'était peut-être moins douloureux que d'entamer toutes ces démarches-là jusqu'à la transition. Est-ce qu'il y a eu un sentiment de découragement vis-à-vis de la montagne que ça représentait? Alors, ce qui concerne les démarches administratives et tout ce qui s'ensuit du parcours transgenre, moi, j'ai souvent été beaucoup découragé. J'ai pas eu un début de transition facile. J'ai rencontré des difficultés dès les premiers rendez-vous parce qu'il faut savoir que pour avoir droit à la testostérone, on est obligé de passer par des psychiatres qui nous délivrent un certificat. Et suite à ça, on doit aller voir des endocrinologues qui, eux, nous donnent des ordonnances pour avoir la testostérone. Et donc la première psychiatre que j'ai rencontrée, ça s'est grave mal passé. Je me suis fait insulter. Elle m'a dit que j'étais contre nature, que des personnes comme moi, ça ne devrait pas exister. Et j'en passe. Je suis allé voir une deuxième psychiatre qui m'a tenu des discours guère mieux. Et je voulais clairement tout abandonner. Je voulais mettre même fin à mes jours. Ça m'a découragé. Je me suis même remis en question sur ma transition, à savoir est-ce que j'étais vraiment trans, est-ce que j'étais pas plutôt fou. J'avais complètement idéalisé la transition parce qu'on parle beaucoup du bon côté de la transition, mais on parle jamais de ce qui est négatif dans la transition. C'est pas toujours tout simple. Et moi, j'avais vu que le bon côté. Sur les réseaux, c'est ce qu'on voit. On voit que les bons côtés. On voit les personnes transgenres avec 5 ans, 10 ans de transition derrière eux, qui ont fini leur transition. Je voyais que ça. Et en fait, pas du tout. Et je pense qu'il faudrait un peu plus en parler pour justement, pour toutes ces jeunes personnes transgenres, ne se découragent pas, ne se démotivent pas, ne se remettent pas en question. C'est normal. On peut rencontrer des gens comme ça, malsaines. On peut rencontrer des transphobes. Et ça ne fait pas de nous des fous. C'est comme ça, dans la vie, on rencontre des gens qui sont pas forcément sympas. Mais il faut rien lâcher. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque part le regard des autres qui t'a poussé à passer à la transition? Est-ce que tu penses que le regard des autres a forcé un petit peu le passage? Est-ce que ça a poussé peut-être l'officialisation des choses? Alors, j'ai absolument pas fait une transition par rapport au regard des gens. La vie, elle est trop courte pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Je sais ce que je veux, je sais ce qui me semble, je sais ce qu'il me faut pour être heureux. Je sais ce qui me remplit de bonheur. Donc je me concentre sur ces choses-là et j'oublie le regard des gens, quoi. Enfin,
tu peux pas t'épanouir au travers du regard des autres parce que tu ne contrôles pas ce que ces personnes pensent ou disent de toi. Je suis tellement occupé à penser à ce que je dois accomplir, prendre soin de mes proches, que j'ai pas le temps de penser ou de me préoccuper de ce que les autres vont dire sur moi. Je fais ce qui me semble correct et juste. Je ne vise pas un objectif pour prouver aux autres quoi que ce soit. Je le fais pour me prouver quelque chose à moi-même. Je le fais pour me surpasser. Je le fais pour me prouver à moi-même que tout ce que je fais jusqu'à présent n'est rien par rapport à ce que je vais pouvoir faire réellement. Et je garde en tête que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je suis le seul à savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je cherche pas à plaire à tout le monde. Je fais ce qui me plaît tous les jours, je vis ma vie à ma façon et pour moi ça c'est la clé du bonheur, vivre pour soi. Est-ce que vis-à-vis de ta transition et du coup de ta conception très claire selon laquelle le genre est une construction sociale, est-ce que tu t'affranchis de ces constructions sociales de genre ou est-ce qu'elles sont importantes pour toi? Et la question sous-jacente, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est être un homme? Alors aujourd'hui c'est quoi être un homme? Auparavant la vision d'être un homme c'était assez limité. Il se devait être fort, viril, dominant, non émotif et surtout hétérosexuel. Ça crée chez certains hommes une pression. Parce qu'il fallait rentrer dans ces codes, mais aussi il fallait épuiser l'intolérance face à la différence. Parce que si on rentrait pas dans toutes ces cases, on s'exposait aux jugements, aux critiques, puis parfois même aux violences. Assez pour se sentir différent, voire anormal dans la société. Aujourd'hui, on est en 2021, les choses évoluent, puis heureusement. Pour moi, un homme, ça se définit juste comme quelqu'un qui accepte ses énergies, aussi bien masculines et féminines. Il agit avec conscience, sensibilité, et non comme souvent en cherchant à se prouver avec force, brutalité et colère, juste pour simplement se donner l'apparence d'être un homme au-dessus des autres. En ayant connu le fait d'être perçu par la société comme une femme et en connaissant aujourd'hui le fait d'être perçu par la société comme un homme, je me demande si tu as l'impression de faire les frais d'une image quelconque qui te plaît pas en tant qu'homme. Je m'explique. En étant perçu par la société comme une femme, du coup, peut-être que tu avais un regard sur l'homme qui était différent du regard que tu portes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des difficultés typiquement masculine, entre guillemets, dont tu ne te rendais pas compte à l'époque. Et aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai pu dire ça, ou j'ai pu penser ça, ou sur les mecs. Et en fait, maintenant que je suis officiellement perçue par la société comme un homme, je me rends compte que c'est pas du tout vrai. Est-ce que tu fais les frais d'une quelconque image vis-à-vis de ça? Alors, je ne fais pas du tout. Je n'ai pas du tout les frais d'une quelconque image, par rapport à ma transition du moins, parce que j'ai l'avantage, on va appeler ça comme ça, d'avoir un style un peu différent de la norme de la société. Et vu que je vis en campagne, quand je passe dans les rues, je passe pas forcément inaperçu. Donc du coup, les gens s'arrêtent plus sur mon style vestimentaire, mes tatouages, mes écarteurs, etc. Et non sur le fait de savoir est-ce que je suis une fille, un garçon, un trans ou quoi. Donc sur ça, non, je j'ai pas vraiment de souci là-dessus. Est-ce qu'on t'a déjà dit des choses maladroites ou insultantes, vraiment dans ton cercle proche, du style vu qu'avant t'étais une nana, tu nous comprends mieux. Par exemple, une femme pourrait t'avoir déjà dit ça. Comme t'étais une femme avant, ça veut dire que finalement tu nous comprends mieux, que je me sens plus en sécurité avec toi, etc. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça et est-ce que pour toi c'est maladroit, insultant? Des choses maladroites. Oh là oui, bien sûr. Genre tous les jours. Mais c'est pas des choses qui me touchent parce que comme je l'ai dit plus haut dans une question, les gens m'ont connu 33 ans en femme, donc tu te doutes bien que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain où ils vont se faire à l'idée. Aujourd'hui, ça fait donc 2 ans que je suis hormoné, j'ai de la barbe, j'ai ma voix, j'ai fait ma mamec, donc j'ai plus rien de féminin physiquement. Et mon entourage arrive encore à fourcher. Euh, tu te doutes bien que c'est pas volontaire, que c'est machinal, c'est un mécanisme. Enfin voilà, 33 ans, c'était elle. On peut pas leur en vouloir
de se rater encore aujourd'hui. Donc oui, des choses maladroites, j'en entends encore et je le prends à la rigolade. Bon, il y a des jours, je vais pas le cacher, ça me pique un peu parce que je me dis mince, physiquement, voilà quoi. Mais je me raisonne vite et je me dis que, comme je le disais, faut qu'ils se mettent à notre place, mais il faut savoir aussi se mettre à leur place. Donc voilà, quand il y a des ratés, la plupart du temps, mon entourage se reprend assez facilement. Après, comme je l'ai dit, mon ancien moi, donc mon ancien moi féminin, je le renie pas parce que je suis fier d'avoir été une femme et je suis fier d'être l'homme que je suis aujourd'hui parce que ce mélange fait que ça a donné la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que si j'avais pas été une femme auparavant, j'aurais pas connu certaines choses et ça aurait pas fait l'homme que je suis aujourd'hui. J'en retire que des avantages pour mon cas à moi, personnellement, voilà. Au-delà du fait que demander à quelqu'un s'il est passé aux opérations de réassignation, je trouve ça assez indélicat parce qu'à la limite, moi, on me demande pas ce qu'il y a dans ma culotte et je me demande pourquoi moi je demanderais à quelqu'un ce qu'il y a dans son caleçon. Par contre, je me demande si c'est pas quelque chose qui pousse la dysphorie quand on te pose la question alors que tu n'es pas opéré. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être hyper fracassant de l'intérieur? Est-ce que ça te remet en face le manque de la réassignation? Est-ce que c'est plutôt un détail par rapport à toutes les autres difficultés de changement d'état civil, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui continue à pousser la dysphorie? Je pense à ça notamment parce qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur les femmes à qui on demande à partir de 30 ans quand est-ce qu'elles vont bien vouloir faire un enfant. Et en fait, ça soulève d'autres problèmes, le fait que par exemple médicalement ce soit pas possible, etc. Et c'est vrai que c'est assez indélicat de poser la question sans savoir si la personne peut ou pas finalement tomber enceinte alors qu'elle aurait peut-être envie de le faire mais que c'est pas possible pour elle. Est-ce qu'il y a cet effet un petit peu de quand on me pose la question, c'est pas juste indélicat, c'est aussi hyper douloureux pour moi si je ne le suis pas opérée, j'entends. Alors cette question c'est compliqué parce qu'on ne m'a jamais posé la question de savoir est-ce que j'avais un pénis ou pas. Je pense que c'est du fait que je ne sois pas très exposé sur les réseaux sociaux. Si on va sur Insta, à part mes hashtags, rien ne laisse apparaître que je suis une personne transgenre. C'est pas que j'ai honte d'être trans, mais c'est que pour moi c'est comme faire les coming out, être bi, hétéro, lesbienne, j'en vois pas l'intérêt. Parce que ça regarde que nous et que un hétéro ne viendra pas faire un coming out hétéro, donc je ne vois pas pourquoi un gay ou une lesbienne le ferait. Et pareil pour nous les trans, je vois pas pourquoi on devrait se présenter en tant que personne trans alors que dans la vie de tous les jours on passe incognito. Enfin moi personnellement, je vais dans la rue, on me dit bonjour monsieur, les gens se posent pas de questions, donc je vois pas pourquoi je devrais me présenter en tant que monsieur homme trans. Mon but était de passer pour un homme cis. C'est le cas, donc voilà. Après, si on me pose la question, si je répondrai, j'ai pas de honte à être un homme trans, mais je vois pas non plus l'intérêt de l'exposer. Donc du coup, on m'a jamais posé la question. Et si on me posait la question, j'y répondrais très clairement que je n'ai pas été opéré et que j'ai encore mon sexe féminin. Je suis à l'aise avec le fait d'en parler, mais je suis pas forcément à l'aise avec mon sexe féminin. Mais en France, les opérations chirurgicales sont pas du tout fiables. Il y a énormément de complications. Donc rien que pour ça, et au vu de mon âge, j'ai oublié l'idée d'avoir un pénis un jour. Ce qui me peine parce que je suis fortement dysphorique à ce niveau. Parce que c'est la seule chose qui, oui, me ramène à la dure réalité que non, je ne suis pas un homme cisgenre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué aussi dans les relations intimes. Mais voilà. Donc non, on m'a jamais posé la question. Mais cette dysphorie, non, c'est pas qu'un simple détail,
C'est parfois une énorme souffrance, mais je sais aussi la souffrance que c'est de passer par cette étape chirurgicale. C'est des années d'attente déjà pour passer à la première étape de l'opération, parce que c'est sur plusieurs étapes. Donc c'est déjà des listes d'attente sur des années. Et ensuite, l'opération en soi prend aussi des années et il y a énormément de complications. Il y a même eu des décès, bon ils sont rares, hein, mais il y en a eu. Mais ouais, il y a d'énormes complications et même les résultats, c'est pas top. Enfin pour moi c'est pas top. Il y en a beaucoup qui se contentent de ça et qui en sont très heureux et je suis très content pour eux. Moi non, je me suis résigné. Je préfère souffrir d'une dysphorie que plutôt de souffrir d'une intervention chirurgicale d'une telle ampleur. Alors là, on va verser dans la case plutôt orientation sexuelle et amoureuse. Est-ce que parce que tu connais le parcours et la complexité de la dysphorie, de la transition, etc., tu considères ça comme obligatoire pour toi ou comme normal d'être pansexuel? Alors j'ai un peu de mal avec la question et aussi avec le mot pansexuel. Je vais m'attirer les foudres, mais pour moi le pansexuel ne veut absolument rien dire. Parce que être pansexuel, ça voudrait dire qu'il y ait 3 genres. Or, j'en connais que 2. Le genre féminin et masculin. Parce que pour moi, être trans, ce n'est pas être un 3e genre. Si on part du principe qu'une personne trans, donc comme moi, a donc l'apparence et le genre masculin, mais avec le sexe féminin, ça voudrait dire qu'on est de genre à la limite masculin et féminin. Donc à la limite bisexuel. Mais pan, alors j'aimerais bien sinon qu'on m'explique ce que serait qu'un pansexuel. Euh, Parce que j'ai jamais compris ce qu'était un pansexuel. Pour moi, un pansexuel, à la limite, c'est quelqu'un de bi. Donc voilà, moi personnellement, je ne me considère pas du tout comme pansexuel parce que une transition ne change absolument pas l'orientation sexuelle. Être trans, ce n'est pas une orientation sexuelle. Quand j'étais une femme, j'étais donc une lesbienne parce que j'aimais les femmes et aujourd'hui je suis donc hétéro parce que j'aime toujours les femmes. Enfin, mon orientation sexuelle n'a pas changé. Donc, étant donné que tu te considères comme hétéro, est-ce que, en étant maintenant dans le bon corps, perçu comme par la société pardon, comme étant dans le bon corps, donc le corps d'un homme, est-ce que tu te sens peut-être un peu moins concerné par la cause LGBT, quelque chose du genre je suis hétéro, je suis finalement officiellement un homme aux yeux du monde, donc je ne suis plus vraiment LGBT. Je me suis jamais senti un peu concerné dans cette communauté. Même quand j'étais une femme lesbienne. Bon alors peut-être que c'était différent parce que je me sentais pas lesbienne. Je me sentais du coup homme hétéro. Mais maintenant, en étant un homme trans, j'ai du mal à me reconnaître dans cette communauté. Ouais, j'ai du mal avec cette communauté parce que je pense qu'ils se perdent un peu. Je vais m'attirer les foudres, mais après, il n'y a pas besoin d'être LGBT pour soutenir la communauté, hein. Je les soutiens totalement. Mais ouais, non, je me sens pas concerné par la communauté LGBT. C'est malheureux de dire ça, mais j'arrive pas à me retrouver dans cette communauté. Alors peut-être parce que je me sens homme hétéro, peut-être. Si on s'autorise une minute à parler grossièrement de la féminité et de la masculinité, donc on prend vraiment les gros clichés de ce qu'on connaît de la féminité et de la masculinité, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as du mal avec ta part de féminité telle qu'on l'a tous, parce qu'elle a représenté peut-être, dans ton cas, un gros problème pendant des années, pendant 33 ans? Est-ce qu'il y a une sorte d'annulation de ta part féminine par esprit un peu de revendication masculine ou de suracceptation, etc.? J'ai absolument aucun problème avec ma part de féminité. J'en suis même plutôt fier. Comme je disais, je suis fier d'avoir été une femme avant.
parce que j'ai acquis une sensibilité, une fragilité, une féminité qu'un homme cisgenre n'aura pas, ou alors plutôt n'assumera pas. Et je pense qu'une femme dans un couple, elle a besoin de cette part de compréhension, de fragilité, de sensibilité. Donc non, pour moi, avoir été une femme avant, ça a vraiment été bénéfique et un énorme avantage. Je pense même que ça devrait être une force pour nous, personnes transgenres, FTM. Ça devrait être une force d'avoir été une femme avant, justement. Et est-ce que tu as l'impression, du coup, de devoir accentuer un peu ta virilité comme pour prouver qu'elle est bien là, comme certains hommes cisgenres peuvent le ressentir, notamment à l'adolescence? Alors, accentuer ma part de virilité, oui et non. Il n'y a que dans un seul contexte, je vais dire, où je me sens un peu obligé d'accentuer le peu de virilité que j'ai, parce que j'en ai pas à revendre non plus. Mais ça serait à la salle de sport, à la musculation, parce que j'ai eu 2-3 soucis à la salle de sport quand les hommes ont su que j'étais une personne transgenre. Forcément, je suis tombé sur des cons qui m'ont dit que j'avais pas ma place dans une salle de sport, que j'essayais de me prendre pour un homme, que j'essayais de prendre leur place. Donc j'ai eu 2-3 personnes où on en est même venu à de la violence physique. Donc là-bas, je dirais que j'accentue un peu parce que je suis au milieu d'hommes virils, plein de testostérone et tout ce qui va avec. Donc je suis un peu obligé de me créer une place. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, non, parce que en fait, au tout début de ma transition, c'est ce que je faisais. Je veux pas dire tous parce que ça serait mettre toutes les personnes trans dans le même sac et on n'est pas tous pareils, mais moi j'ai eu tendance à surjouer au tout début parce que j'avais peur que ça se voit sur mon front. Donc du coup je surjouais, mais je m'en suis perdu. Je jouais un rôle, j'étais plus moi-même. Ça me ressemblait pas du tout. J'étais toujours dans le contrôle de ma gestuelle, dans ma façon de parler. J'essayais toujours de contrôler et du coup je me suis perdu, j'étais plus moi. Donc grâce à ma copine aussi qui m'a beaucoup aidé et soutenu dans ma transition, on a su en parler, et j'ai arrêté de jouer ce rôle. Je me suis dit j'ai pas fait une transition, j'ai entamé une transition pour être enfin moi-même, être en accord avec moi et tout. C'est pas pour tout gâcher en jouant un rôle. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. Je t'ai passé les détails de l'organisation de ce podcast parce que c'est pas très intéressant finalement, mais je te jure qu'on a dû lutter un petit peu pour arriver à échanger ensemble, Elio et moi. Non pas pour des problématiques humaines, pas du tout, mais vraiment pour de la logistique pure. Et ces difficultés qu'on a rencontrées rendent le résultat que je te propose aujourd'hui encore plus touchant et significatif pour moi. Elio, ta vision des choses et ton parcours m'ont beaucoup touchée. Je suis très reconnaissante que tu aies accepté de t'ouvrir là-dessus. Et j'espère que toi qui écoutes, tu sauras ressentir la dose de sincérité et le soupçon de courage, à mon avis quand même, qu'il faut pour faire cet exercice. Si t'as du mal à comprendre les questions de transidentité, fais un seul effort, celui d'accepter sans juger, d'accompagner plutôt que de moquer et de montrer du doigt. Vraiment, tu as une prise sur la vie des personnes qui doivent passer par ce type de chemin. Ne minimise pas ton impact dans leur parcours, s'il te plaît. Ouvre-toi, renseigne-toi, sois tolérant, accepte ce que tu comprends pas et réponds par un peu d'amour, peu importe la question. Bonne nuit. With a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find